je ne suis pas du tout coiffé. Et alors André Picon. Alors là, il faut trouver au milieu de ces 45 clés, n'est-ce pas? Je ne dis pas à quoi servent toutes ces clés, mais elles me sont utiles. Alors, si vous voulez en prime, comme j'ai vu que vous vous intéressiez à l'histoire de ma modeste personne, voilà, n'est-ce pas, ce charmant garçon. C'est vous ça? Oui. Et puis avec ces trois petits boutons qui ont fait fureur dans la famille, on m'a toujours dit, oh, mais comme il avait l'air de promettre d'être gentil, et puis finalement, les choses se compliquent toujours à l'âge, n'est-ce pas, de l'adolescence et à l'âge adulte. Regardez-moi ça. Ah, ah. C'est une merveille. Ça c'est beau ça. C'est une merveille, c'est une merveille. Hein? Mais comment est-ce qu'on peut... Moi je ne peux plus, je n'ai plus rien à dire là, vous comprenez? De l'oppression, pardon. De l'oppression des choses non dites, c'est-à-dire on voit, alors c'est seulement pour ça que je me suis beaucoup intéressé à la douleur en tant que rhumatologue. J'ai vu arriver beaucoup de malades avec leur attaché-caisse ou avec un style parfaitement, etc. Et puis disant j'ai mal. C'est-à-dire derrière mal, c'est pas bien. C'est ça, il y a la douleur en fait physique, puis il y a tout le retentissement en termes de handicap. Mais il y a beaucoup plus que j'ai mal, il y a souvent vraiment je suis mal. Et si vous écrivez à quelqu'un qui a perdu un être cher, vous lui dites je sais que vous avez eu la douleur de perdre ou j'ai eu la douleur de perdre. Donc le mot dans le langage courant est utilisé soit en termes de douleur plutôt à retentissement, à résonance physique, et dans d'autres cas, résonance psychologique et morale. Un peu traité de névropathe, comment? Ouais. Névropathe, nous sommes tous, hein, moi je vous le dis tout de suite. Bon, on a tous, heureusement, c'est mettre cerveau sur notre corps perché. Alors la petite réglette, vous savez, qu'on présente aux malades ou aux gens, elle est utile. Mais c'est quand même le malade qui choisit à quel niveau il a mal. Il faut manifestement l'écouter. Alors souvent on dit l'écouter. Alors je vais là-bas, on dit oui, vous êtes très sympathique, c'est pour faire un peu de romantisme ou un peu de psychologie, etc. Non. D'abord, et d'un point de vue sécuritaire, écouter la douleur d'un malade, douleur chronique et douleur aiguë bien sûr, c'est peut-être le sauver, au contraire, le laisser mourir ou mal l'aiguiller avec une maladie mortelle. Combien de temps est-ce que vous laissez le malade raconter sa symptomatologie sans l'interrompre? Et la réponse est 18 secondes. Moi, pour moi, l'écoute, elle a vraiment une pleine signification, à la fois dans le domaine du somatique, de l'organique, et dans le domaine du psychique, du relationnel, de l'émotionnel. Moi j'ai dirigé le service d'urgence médicale de Saint-Étienne pendant presque 4 ans, et de multiplier les examens, etc., dont certains sont utiles. Je ne suis pas contre les examens, mais ça, les examens, autrefois on les appelait examens complémentaires. Je crois qu'ils doivent rester complémentaires, même avec leur plus grand mérite. Et les mêmes qui disent on ne m'a pas écouté, ils viennent en disant j'ai mal à la tête, mais ils disent je veux mon scanner. Donc bonjour madame, bon, et alors, alors votre sceptique c'est où? Et alors là, j'ai un petit artifice que m'a enseigné un de mes maîtres, que j'aime beaucoup, le professeur Lejeune, je ne sais pas s'il pourra venir. Chaque fois qu'il y a une certaine ambiguïté sur justement, alors soit que le malade avance son diagnostic comme s'il était établi et certain, soit qu'il parle de douleur assez diffuse ou un peu erratique, etc. Où est-ce que, montrez-moi avec un seul doigt, où est-ce que vous avez le plus mal? J'étais interne à Lyon, je suis venu à Saint-Étienne en 1945. Je suis d'origine parisienne, pas toujours recommandable de dire ça, mais enfin, bon, on va dire que j'ai soutenu à Lyon ma thèse qui a été la première thèse sans toge de l'histoire de la faculté de médecine de Lyon. C'était en juillet 68, donc justement à Saint-Étienne, on me dit, alors on m'a dit, mais écoutez, vous pourriez être nommé à Saint-Étienne, mais à ce moment-là, en thérapeutique. Bon. Oui. Alors thérapeutique, qu'est-ce que ça veut dire? Bon.
Le professeur de gastroentérologie, il fait de la thérapeutique. Le chirurgien, il fait de la thérapeutique. Le professeur de pneumologie, de cardiologie, il ne fait pas que le diagnostic, il fait la thérapeutique. Alors, thérapeutique, c'est en fait une discipline universitaire qui, en appui sur les disciplines qu'on appelle cliniques, et surtout quelque chose qui est un peu l'apprentissage de l'art de prescrire et de l'art de décider, ceci pour les étudiants. Le jeu, n'est-ce pas, est de voir un petit peu l'envers du décor, mais ça ne surprendra pas grand monde que je n'ai pas de cravate aujourd'hui. C'est une question piège. Quand on se présente, on peut toujours dire « je me sens l'envoyé, sinon de Dieu », et sans se prendre pour Jeanne d'Arc, pour laquelle je ne ressemble pas directement. On peut toujours dire il y a de la prétention, il y a de l'orgueil, il y a de la vanité, en disant je vais être doyen, ça va être quelque chose d'extraordinaire. C'est pas facile, hein, croyez-moi, d'être doyen, d'autant que je l'ai été quand même dans une jeune faculté. On est tous sensibles aux encouragements, et je crois que sinon on ne pourrait pas faire grand-chose. Mais vraiment, je n'étais pas du tout parti pour être un doyen de faculté, et ça me paraissait un personnage. La conférence des doyens me paraissait une institution à laquelle, après que je me sentais indignant, mais enfin un peu inaccessible. Bon. Mais c'est vrai que la conjoncture a fait que, devant ces difficultés, bon, pas mal de gens m'ont fait confiance en me disant, bah écoute, essaye d'y aller. Mais beaucoup, ces grands débats, et en particulier sur l'avenir de la fac, etc., c'était formidable. C'est vrai, je me suis mis dans la peau peut-être du type qui allait essayer de gagner la bataille du maintien de la faculté de médecine à Saint-Étienne, de sa structuration et de la construction. Bon, finalement, ça a été le cas. Puis j'ai été gardien de but, entre parenthèses, je ne sais pas si vous passerez à ce petit morceau-là, mais je me suis fait tirer des pétrons, comme on disait à l'époque, par les grands internationaux stéphanois de l'époque. Avant l'époque Domingo Ferrier, c'était Alspteg, Alspteg 1, Alspteg 2, etc. Et c'était absolument fabuleux. Je m'entraînais juste à côté du terrain, enfin du terrain satellite de Geoffroy Guichard. Et bon, j'étais absolument passionné. Et pour moi, toute ma vie, j'ai toujours appliqué ce que j'appelle la politique du gardien de but. La politique du gardien de but, c'est simple. Il faut, par tous les temps, quoi qu'il arrive, et quelle que soit la balle, plonger et faire le maximum.